Ses mains étaient dans mes cheveux, défaisant avec des doigts assurés la queue de cheval basse que je portais toujours, et je ne pouvais plus respirer. Pas parce qu'il me manquait de l'air, mais parce que chaque terminaison nerveuse de mon corps s'était réveillée pour la première fois en 33 ans. Zara me regardait, avec ses immenses yeux sombres, soulignés d'un trait de col noir qui les rendait encore plus profonds, plus anciens, comme s'il pouvait voir directement à travers toutes les couches de contrôle et de répression que j'avais si soigneusement construites autour de mon vrai moi. Emma, murmura-t-elle, et la façon dont elle prononça mon nom, en le faisant rouler sur sa langue, avec cette légère accenture qui adoucissait les consonnes, fit se briser quelque chose en moi. Ses lèvres étaient ainsi proches des miennes que je sentais son souffle chaud parfumé au café turc et aux brillantes à lèvres cerises qu'elle portait toujours. Dis-moi d'arrêter et j'arrêterai tout de suite. Mais si tu ne me le dis pas, je ne dis rien, je ne pouvais pas, parce que si j'ouvrais la bouche, tout sortirait, des années de mensonges que je m'étais racontés, des décennies à me forcer à rentrer dans des moules qui n'avaient jamais été faits pour moi, toute une vie à faire semblant de ne pas voir la courbe des hanches d'une femme sous une robe d'été, ou de ne pas rester figée quand une amie me touchait le bras par hasard. Alors au lieu de parler, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie, parfaitement ordonné et contrôlé. Je laissai mon corps répondre sans l'autorisation de mon esprit. Je me penchai en avant sur ces derniers centimètres impossibles et pressai mes lèvres contre les siennes. Le monde explosa en couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Mais je m'avance. Laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivée là. Comment Emma Katharina Hoffmann, restauratrice d'art conservatrice, fiancée à un homme convenable, fille obéissante d'une famille luthérienne de classe moyenne, s'est retrouvée le dos contre le mur froid d'un atelier d'artiste à Kreuzberg, en train d'embrasser une femme qui faisait paraître tout ce que je croyais savoir de moi-même comme un mensonge soigneusement construit. Si ce genre d'histoire te plaît, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu écoutes cette histoire. Et quand tu auras fini, donne-moi une note de 0 à 10 et raconte-moi ce qui t'a le plus plu. Ton soutien représente tout pour moi. Tout a commencé 3 mois plus tôt, un mardi gris de février typique de Berlin. Le genre de journée où le ciel est un drap uniforme de nuages bas et gris, où la lumière diffuse fait tout paraître délavé et plat, où le froid humide s'infiltre dans tes os, peu importe le nombre de couches que tu portes. J'étais dans mon petit appartement de Prenzlauer Berg, en train de préparer mon sac de travail avec la précision méthodique que j'appliquais à tout dans ma vie. Gants nitriles dans la poche gauche, loupe pliable dans la droite, carnet Moleskine avec des notes sur les pigments du XIXe siècle. Thermos de thé noir sans sucre. Mon reflet dans le miroir du couloir me renvoya mon regard. Cheveux blonds cendrés parfaitement tirés en arrière. Chemise blanche repassée rentrée dans un pantalon de tailleur gris. Cardigan beige, mes lunettes à monture dorée, posées sur le bout de mon nez. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, professionnelle, compétente, invisible, en sécurité. L'alliance de fiançailles à mon doigt, or blanc, avec un petit diamant solitaire discret, que Tobias avait choisi parce que c'était classique et ça t'allait parfaitement, capta la lumière un instant. Je ressentis cette oppression familière dans la poitrine qui apparaissait de plus en plus souvent ces derniers temps, surtout quand je pensais au mariage prévu pour juin. 4 mois, 120 jours, et ensuite je serais Madame Emma Hoffmann-Schneider, et tout serait enfin réglé, enfin normal, enfin comme ça devait être. Pourquoi alors avais-je l'impression de marcher volontairement vers ma propre tombe? Je secouai la tête, repoussant la pensée dans le coin sombre de mon esprit, où je rangeais toutes les choses gênantes que je préférais ne pas examiner. J'avais du travail. La Fondation culturelle de Berlin m'avait confié le projet le plus important de ma carrière. 6 mois pour restaurer 5 tableaux historiques d'artistes lesbiennes allemandes oubliées de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Les œuvres seraient au centre d'une grande installation à la Galerie nationale intitulée Liebe ohne Name, Amour sans nom. Ce que je ne savais pas ce matin-là, en fermant la porte de mon appartement et en descendant les escaliers vers le froid février berlinois, c'est qu'on m'avait aussi attribué une collaboratrice, et que cette collaboratrice allait détruire systématiquement chaque certitude que j'avais si soigneusement bâtie sur qui j'étais. L'atelier était à Kreuzberg, bien sûr. Tout ce qui était alternatif, queer, radicalement authentique à Berlin, semblait graviter vers ce quartier. Je marchais depuis la station de U-Bahn dans des rues couvertes de graffitis politiques. Refugees welcome, Smash Patriarchy, Love is love, en lettres d'1 mètre de haut, des clubs techno installés dans d'anciennes usines, des épiceries turques avec des baklavas en vitrine, des sex shops sans honte avec des mannequins aux fenêtres. L'air sentait le doner kebab, la bière renversée et la liberté. Je me sentais totalement hors de place avec mes vêtements neutres et mon sac de travail professionnel. Le bâtiment était exactement ce à quoi je m'attendais.
brique industrielle du début du XXe siècle, immense fenêtre, une entrée couverte de stickers de groupe que je n'avais jamais entendus. Je montais 4 étages d'escaliers étroits, mes chaussures Oxford résonnant sur le béton. Sur la porte de l'atelier était peint en lettres rouges négligées Zeh Osman Kunst. Je frappai. Une fois, 2 fois, rien. C'est ouvert, cria une voix de l'intérieur, féminine, rauque, avec un accent que je ne pouvais pas identifier. Je poussai la porte et l'odeur me frappa d'abord. Peinture acrylique, térébenthine, encens de santal, quelque chose de floral et musqué, que j'apprendrai plus tard à être de l'huile essentielle de rose turque. L'espace était immense, vieux planchers en bois, tachés de peinture, fenêtres du sol au plafond, qui laissaient entrer cette lumière grise de Berlin, murs couverts de toiles, à différents stades d'achèvement, un lit en désordre dans un coin, des vêtements suspendus à un portant improvisé, des plantes partout. Et au centre de tout ce chaos magnifique et écrasant, il y avait elle. Zara se tenait devant une toile immense. Elle devait faire 3 mètres sur 2, vêtue seulement d'un jean taille haute taché de peinture et d'un crop top noir qui laissait voir un ventre doux et rond. Elle était pieds nus. Ses cheveux noirs bouclés étaient attachés en un chignon sauvage au sommet de sa tête, avec des mèches qui s'échappaient de partout. Elle avait de la peinture bleu foncé sur les avant-bras et une tache sur la joue. Elle travaillait par grands gestes assurés, appliquant la couleur avec une spatule plutôt qu'un pinceau. Elle ne m'avait pas encore vue. Pendant un instant, juste un instant avant que mon cerveau rationnel ne reprenne le contrôle, je me permis de la regarder vraiment. La façon dont son corps bougeait, avec une confiance absolue, la courbe de sa taille jusqu'à ses hanches, la peau olive sombre de son ventre exposé qui capturait la lumière grise de février, les muscles de son dos visibles sous le top moulant. Quelque chose remua dans mon ventre, quelque chose que je cataloguais immédiatement comme appréciation artistique de la forme humaine et que j'archivais soigneusement. « Tu es la restauratrice ?» demanda-t-elle sans se retourner, sa voix rauque mais pas désagréable. « Oui, Emma Hoffman, de la Fondation. »« Je sais d'où tu viens, dit-elle, se retournant enfin pour me regarder. Ses yeux étaient immenses, marron si foncé qu'ils étaient entrés presque noirs, soulignés de façon dramatique d'un trait de colle à l'égyptienne ancienne. Ils me détaillèrent de haut en bas avec une franchise qui me fit sentir comme si j'étais évaluée et jugée. Quoi? Insuffisante? Ennuyeuse? Zara Osman, dit-elle en essuyant sa main sur son jean avant de me la tendre. Même si je suppose que tu le savais déjà. Sa poignée de main fut ferme, chaude, et dura exactement une demi-seconde de plus que ce qui était professionnellement correct, ou peut-être l'avais-je imaginé. Probablement imaginé. Alors, dit-elle en croisant les bras d'une manière qui souleva ses seins, et bon sang, pourquoi est-ce que je remarquais ça? Ils t'ont envoyé pour m'aider à intégrer des œuvres de lesbiennes mortes dans mon installation sur l'amour queer. Eh bien, techniquement, on m'a envoyé pour restaurer les tableaux, et tu es queer? La question me frappa comme un seau d'eau froide. Quoi? Queer, gay, lesbienne, bi, peu importe. Elle pencha la tête, m'étudiant, avec ses yeux impossibles sombres. Je suis juste curieuse de savoir qui ils ont envoyé pour travailler sur un projet sur l'amour entre femmes. Non. Non, je suis fiancée à un homme, Tobias. On se marie en juin. Les mots sortirent précipités, défensifs, trop vite. Quelque chose passa sur le visage de Zara. Déception, amusement, avant qu'elle ne sourit. C'était un sourire compliqué. Bien sûr que oui. Eh bien, Emma Hétéro, laisse-moi te montrer sur quoi on va travailler. Elle me guida de l'autre côté de l'atelier où 5 toiles s'étaient appuyées contre le mur, recouvertes de draps protecteurs. Quand elle les retira, je retins mon souffle. Elles étaient magnifiques. Abîmées, oui, déchirées, tachées d'eau, peinture écaillée, mais absolument magnifiques. L'une était le portrait de 2 femmes dans un jardin, leurs mains se touchant presque sur un livre ouvert, leurs regards disant tout ce qu'elles ne pouvaient pas dire à voix haute en 1889. Une autre montrait une femme seule, dans ce qui était clairement la chambre d'une autre femme, vêtements sur une chaise, 2 tasses de thé, un lit défait, regardant par la fenêtre avec une expression de désir dévastateur. Celle-ci est ma préférée, dit doucement Zara en désignant la plus petite. Elle montrait 2 femmes dansant ensemble dans ce qui semblait être un club ou un salon privé. Leurs corps étaient pressés l'un contre l'autre, sans excuse, les yeux de l'une fermés dans l'extase, la main de l'autre basse sur son dos, presque sur ses fesses. C'était intime d'une façon qui me donnait l'impression d'envahir quelque chose de privé. Hélène Böhm l'a peinte en 1927, continua Zara, 2 ans avant que les nazis ne commencent à brûler tout ce qui était dégénéré. C'est l'une des rares œuvres qui a survécu, parce que quelqu'un l'a cachée dans un grenier à Hambourg pendant 50 ans.
Je m'approchai, étudiant les coups de pinceau, les couleurs, les dégâts. Professionnellement, bien sûr. Définitivement pas en regardant la façon dont l'artiste avait capturé la courbe du corps d'une femme contre l'autre, la tension du désir dans chaque ligne. Je peux les restaurer, dis-je, ma voix étrangement rauque. J'aurais besoin de 6 mois, peut-être moins, si... Sais-tu pourquoi j'ai spécifiquement demandé qu'on travaille dans mon atelier plutôt que dans le labo de conservation de la Fondation? Je secouai la tête. Parce que ces femmes, Hélène, Margaret, Clara, toutes, n'ont pas créé leur art dans des laboratoires stériles. Elles l'ont créé dans des ateliers chaotiques, pleins de vie, d'amour, de désir et de douleur. Elles méritent d'être restaurées dans un espace qui honore cela, un espace qui n'a pas honte de ce qu'elles sont. Je me tournai pour la regarder et la trouvai beaucoup plus près que je ne l'avais prévu. Si près que je pouvais voir les paillettes dorées dans ses yeux marrons, si près que je sentais l'huile de rose sur sa peau. Ça a du sens pour toi, Emma, demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça mon nom qui fit accélérer mon pouls d'une manière que je ne comprenais pas totalement. Oui, murmurai-je, ça a du sens. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, chaleureux et éclatant, et quelque chose dans ma poitrine parfaitement contrôlée se relâcha un peu. Bien, alors je crois qu'on va bien travailler ensemble, même si j'ai une règle. Laquelle? Plus d'excuses inutiles. Je t'ai entendu t'excuser 3 fois depuis que tu es arrivé, et tu n'as rien fait de mal. C'est ton espace autant que le mien maintenant. Prends-le. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça, avec ce mélange de défi direct et de soin, comme si elle pouvait voir toutes les façons dont je m'étais rendue petite et les nommer sans honte. D'accord, dis-je. J'ai failli ajouter bon ton. Désolé, par habitude. Mais je me suis retenue à temps. Les yeux de Zara brillèrent d'amusement, et d'autres choses que je ne pouvais pas identifier. Tu vas être intéressante à avoir dans les parages, Emma Hoffman. Elle n'avait pas idée à quel point elle avait raison. Les 2 premières semaines de travail avec Zara furent comme apprendre à respirer sur une autre planète. Elle fonctionnait selon des règles que je ne comprenais pas. Elle arrivait à l'atelier à 11 heures du matin avec du café turc dans une CSV en cuivre, travaillait par explosion frénétique de créativité jusqu'à 3 heures du matin, dormait sur le canapé de l'atelier la moitié du temps, mangeait quand elle avait faim plutôt qu'à heure fixe, et semblait tout faire avec une intensité qui m'épuisait rien que de la regarder. Moi, en revanche, j'arrivais tous les jours à 8h30 pile, préparais ma station de travail avec une précision chirurgicale, prenais des pauses programmées toutes les 90 minutes et partais à 17h30 pour dîner avec Tobias ou assister à des réunions de préparation de mariage avec ma mère. Tu es comme un robot très poli, me dit Zara un matin de la 3e semaine, en m'observant tandis que j'étiquetais méticuleusement des flacons de solvant. Elle mangeait du beurek directement dans un sac gras, les miettes tombant sur son t-shirt. Est-ce que tu fais parfois quelque chose sans le planifier 3 semaines à l'avance? La planification évite les erreurs, répondis-je sans lever les yeux, bien que je sente mon cou rosir. Avec des tableaux de cette valeur historique, je ne peux pas me permettre d'être spontanée. Je ne parle pas des tableaux, Emma. Sa voix s'adoucit de cette façon qui faisait se contracter quelque chose dans mon ventre. Je parle de toi. C'était une autre chose chez Zara. Elle avait cette manière troublante de faire passer les conversations de travail à quelque chose de soudainement personnel. Comme si la frontière entre le professionnel et l'intime n'était qu'une suggestion qu'elle choisissait d'ignorer. Ma vie fonctionne très bien comme ça, dit-elle, dis-je, la regardant enfin. Erreur. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre, avec la lumière de Mars derrière elle, transformant ses cheveux bouclés en halo sombre, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me donnait l'impression qu'elle pouvait voir directement, à travers tous mes mensonges, soigneusement construits. Vraiment? Demanda-t-elle doucement. Alors pourquoi chaque fois que ton fiancé t'appelle, tu te raidis comme si tu te préparais à un examen? Ma main se figea sur le flacon que j'étiquetais. Je ne fais pas ça. Si. Tes épaules montent de 2 centimètres et tu arrêtes de respirer une seconde avant de répondre. Et ta voix change. Elle devient plus aiguë, plus performative. Comme si tu jouais le rôle de la fiancée heureuse, plutôt que de l'être. La chaleur monta de mon cou jusqu'à mes joues. Tu n'as aucun droit de... Tu as raison, coupa-t-elle, descendant du rebord avec cette grâce fluide qu'elle avait. Je n'ai pas le droit. Pardon, je suis trop directe. Mon ex disait toujours que mon manque de filtre était mon pire défaut. Elle se dirigea vers sa toile actuelle, mais je voyais la tension dans ses épaules. Oublie que j'ai dit ça. J'aurais dû laisser tomber. J'aurais dû retourner à mon travail et garder cette distance professionnelle confortable. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dit « mon ex », féminin, sans excuse, aussi naturel que respirer, qui me donnait envie de... Quoi exactement? Comprendre, en savoir plus,
Goûter ce que ça ferait d'être aussi libre. Ton ex était une femme? Demandai-je avant de pouvoir m'en empêcher. Zara me regarda par-dessus son épaule, un sourcil arqué. Oui, d'idem. On a été ensemble 3 ans. Ça s'est terminé il y a un... N. Elle marqua une pause. Pourquoi? Simple curiosité, mentis-je. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont ouvertement. Lesbienne? Queer? Tu peux dire le mot, Emma, ça ne te transformera pas en l'une d'elles. Il y avait de l'humour dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus tranchant dessous. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Ah non? Elle se tourna complètement vers moi, croisant les bras. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? J'ouvris la bouche, la refermai. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais dire. Je savais seulement que quelque chose dans la manière nonchalante dont Zara habitait son identité, sans honte, sans excuse, sans essayer de se rapetisser pour le confort des autres, me faisait ressentir des choses compliquées pour lesquelles je n'avais pas de vocabulaire. Laisse tomber, murmurai-je, revenant à mes solvants avec plus d'attention que nécessaire. Le silence s'étira entre nous, épais et gênant. Puis j'entendis ses pieds nus sur le plancher, s'approchant. Elle s'arrêta juste derrière moi, assez près pour que je sente la chaleur de son corps, que je sente cette huile de rose mélangée à la peinture acrylique. Emma, dit-elle doucement, regarde-moi. Je ne voulais pas. La regarder devenait dangereux. Chaque fois que je le faisais, je remarquais des choses que je n'aurais pas dû remarquer. La façon dont ses lèvres se courbaient quand elle souriait. Les petites taches de peinture qu'elle avait toujours sur les mains. La façon dont son t-shirt se tendait sur ses seins quand elle attrapait quelque chose en moi en hauteur. Des choses que tu ne dois définitivement pas remarquer chez une collègue. Des choses que tu ne dois définitivement pas remarquer chez une femme quand tu es à 4 mois de te marier avec un homme. Mais je me retournai quand même. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, dit-elle, et il y avait une sincérité dans ses yeux sombres qui me fit mal à la poitrine. C'est juste que j'ai été là où je crois que tu es, à faire semblant, à me forcer dans des formes qui ne m'allaient pas parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité, et je reconnais les signes. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmurai-je, mais ma voix sonnait creuse, même à mes propres oreilles. Ça va, dit-elle simplement. Tu n'es pas obligé de le savoir encore. Elle tendit la main, pas pour me toucher, juste posée sur l'établi entre nous, et je vis l'écriture arabe tatouée sur ses côtes quand son t-shirt remonta légèrement. Mais quand tu seras prête à arrêter de faire semblant, je serai là. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, retournant à sa toile, et je restai plantée là, le cœur battant trop vite et les mains légèrement tremblantes pendant que je faisais semblant de reprendre le travail. Ce soir-là, allongée dans le lit à côté de Tobias qui ronflait doucement après le sexe mécanique et insatisfaisant habituel, j'ouvris mon téléphone et tapai « Comment savoir si on est lesbienne ?» Je me sentais ridicule. 33 ans, fiancée, à chercher sur Google comme une adolescente perdue. Mais je lus article après article, me reconnaissant dans chaque description de compulsory hétérosexuality, dans chaque histoire de femmes qui pensaient simplement avoir une libido basse mofcoso avec les hommes, jusqu'à ce qu'elles embrassent une femme et comprennent que le problème n'était pas leur désir, c'était sa direction. J'effaçai l'historique avant de dormir, comme si supprimer les preuves pouvait supprimer les questions qui grandissaient de plus en plus fort dans ma tête. Le travail sur les tableaux avançait lentement, méticuleusement. Chaque jour, je documentais chaque centimètre de dommage, mélangeais des pigments pour correspondre exactement aux couleurs originales, appliquais des adhésifs avec des pinceaux fins, comme des cheveux de bébé. Et chaque jour, Zara travaillait sur son installation massive, un espace immersif qui intégrerait les tableaux restaurés avec ses propres œuvres, des projections vidéo de couples queer contemporains, des enregistrements audio des lettres d'amour vintage qu'elle collectionnait. « Lis ça, me dit-elle un après-midi en me tendant un papier jauni. 1928, Berlin. La lettre était en vieil allemand, l'encre pâlie mais encore lisible. Ma chère M, commençait-elle. Les jours sans te voir sont comme vivre en noir et blanc. Ce n'est que dans tes bras que je revois les couleurs. Hier soir, j'ai rêvé de ta bouche sur la mienne, de tes mains sur ma peau, et je me suis réveillée en pleurant parce que ce n'était qu'un rêve et qu'il me reste encore 3 semaines avant de pouvoir te revoir. Je me demande si notre amour est un péché, comme le dit l'Église, ou si le vrai péché est la façon dont le monde nous force à cacher quelque chose d'aussi beau. Je dus m'arrêter. Quelque chose dans ma gorge était trop serré. Emma, la voix de Zara était douce. Ça va? C'est magnifique, parvins-je à dire. Triste, mais magnifique. C'est ça que je voulais que tu vois. Ces femmes, celles qui ont écrit ces lettres, celles qui ont peint ces tableaux, aimaient avec une telle intensité, avec un tel risque, elles pouvaient tout perdre, famille, réputation, liberté. Et pourtant, elles aimaient quand même. Elle s'assit sur le banc à côté de moi, plus près que strictement nécessaire. Tu sais ce qui est arrivé à M?
Je secouai la tête. J'ai trouvé le dossier complet dans un marché aux puces. Elles ont été amantes pendant 12 ans. Elles vivaient ensemble, se disaient ses cousines. Quand l'une est morte en mai 1943, l'autre l'a suivie 6 mois plus tard. Le certificat de décès disait insuffisance cardiaque. Mais sa nièce m'a dit la vérité. Elle est morte d'un cœur brisé. Littéralement, elle a cessé de vouloir vivre sans sa personne. C'est dévastateur, murmurai-je. Oui, acquiesça Zara. Mais c'est aussi magnifique, non? Aimer quelqu'un au point de ne pas pouvoir imaginer le monde sans elle. Cette intensité, cette certitude. Elle me regarda droit dans les yeux. Tu as déjà ressenti ça? La question me frappa comme un coup de poing. Je pensais à Tobias, gentil, prévisible, sur Tobias. Est-ce que je l'aimais? Je suppose, oui, comme on aime un bon ami. Mais s'il mourait demain, est-ce que je le suivrais 6 mois plus tard? Est-ce que je sentirais que le monde avait perdu sous ses couleurs? Je ne pouvais même pas imaginer ressentir cette intensité pour qui que ce soit. Non, admis-je enfin. Jamais. Pas même pour ton fiancé. Le silence entre nous fut rempli de tout ce que je ne pouvais pas dire. Non, pas pour Tobias, pas pour aucun des 3 petits amis que j'avais eus avant lui, pas pour aucun homme qui m'ait jamais embrassé ou touché, ou dit qu'il m'aimait. Mais il y avait eu des moments, brefs et terrifiants que j'avais toujours repoussés, où j'avais pensé que peut-être je pourrais ressentir ça. Quand ma colocataire d'université sortait de la douche, avec juste une serviette, et que je ne pouvais pas détourner les yeux, quand ma meilleure amie du lycée me prenait la main, pendant un film, et que tout mon bras semblait en feu, quand je voyais 2 femmes s'embrasser dans la rue, et que quelque chose en moi criait « Je veux ça !» avant que je puisse le faire taire. Et maintenant, chaque fois que Zara était près, chaque fois qu'elle riait, chaque fois qu'elle me regardait, avec ses yeux sombres impossibles, comme si elle pouvait voir chacun des secrets que je m'étais caché à moi-même. « Emma !» dit Zara, et sa main bougea, juste quelques centimètres, plus près de la mienne, sur le banc. « Je peux arrêter. Si je te mets mal à l'aise, si je pousse trop, dis-le-moi, et je redeviens totalement professionnelle. Mais... » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure d'une façon qui me fit oublier comment respirer. Mais je crois que peut-être tu as besoin que je continue à pousser. Je crois que peut-être personne dans ta vie ne t'a jamais donné la permission d'être qui tu es vraiment. Je ne sais pas qui je suis vraiment, murmurai-je, et ce fut la chose la plus honnête que j'avais dite depuis des années. Alors découvrons-le ensemble. Sa main couvrit la mienne, chaude, ferme, réelle, et tout mon corps s'illumina comme si j'avais touché un fil électrique. Ce n'était pas comme quand Tobias me touchait. Ce n'était pas amical ou confortable, ou facile à ignorer. C'était urgent et terrifiant et faisait hurler chaque terminaison nerveuse de mon corps. Oui, ça, encore ça. Je retirai ma main comme si elle me brûlait. Je ne peux pas, il faut que j'y aille, il est tard. Il n'était même pas 16 heures. Emma. Mais je rangeais déjà mes affaires avec des mains tremblantes, évitant son regard, reconstruisant mes murs aussi vite que possible. À demain. Je sortis de l'atelier et descendis les escaliers presque en courant, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait exploser. Dans la rue, l'air froid de mars me gifla le visage, et enfin je pus respirer de nouveau. Mais mes mains picotaient encore, là où nous nous étions touchés. Et ce soir-là, seul dans mon appartement, Tobias était à une conférence à Munich. Je sortis mes carnets de croquis secrets du fond de l'armoire, ceux que je n'avais montrés à personne, page après page de croquis de corps féminins, courbes de hanches et de seins, mains entrelacées, bouche sur le point de s'embrasser. Des années de preuves que j'avais rationalisées comme études artistiques. Mais en les regardant maintenant, avec le fantôme du toucher de Zara encore brûlant sur ma peau, je ne pouvais plus prétendre qu'ils étaient académiques. C'était du désir, pur, simple et terrifiant. C'était la vérité que je m'étais cachée à moi-même pendant 33 ans. Le mensonge commença à s'effondrer un samedi matin, quand ma mère débarqua sans prévenir dans mon appartement, avec des échantillons d'invitation de mariage et une expression de détermination pieuse que je connaissais trop bien. « Emma, ma chérie, il faut qu'on finalise ces détails aujourd'hui, » annonça-t-elle en entrant avec son manteau de laine impeccable et sa Bible dans le sac, comme toujours. Hannelore Hoffmann n'allait jamais nulle part sans sa Bible. « L'imprimeur a besoin d'une confirmation avant lundi et je ne peux pas croire que tu aies autant repoussé ça. Il ne reste plus que 11 semaines. 11 semaines. 77 jours. Et ensuite je deviendrai l'épouse de quelqu'un que je supportais à peine de toucher. Maman, je suis en plein milieu d'un projet important. Je croyais que Tobias et toi aviez décidé. Tobias est occupé avec sa restauration à Potsdam, coupa-t-elle en étalant les échantillons sur la table de la salle à manger. Et franchement, Emma, une fiancée devrait être plus impliquée dans son propre mariage. Parfois je me demande si tu es vraiment excitée à l'idée d'épouser cet homme merveilleux.
Quelque chose se contracta dans ma poitrine. Bien sûr que je suis excitée. Elle me regarda par-dessus ses lunettes de lecture, ce regard qu'elle avait perfectionné pendant 33 ans à être ma mère, le regard qui disait « Je sais quand tu me mens, mais je vais faire comme si ». De rien n'était parce que la vérité serait trop gênante. « Tu agis bizarrement ces derniers temps, » dit-elle enfin, distraite. « Ton père et moi avons remarqué au dîner dominical la semaine dernière que tu as à peine touché à ton assiette. Et Tobias a dit que tu travaillais très tard. C'est le projet de la fondation, c'est très exigeant. Le projet sur… » Elle marqua une pause, et je vis le moment exact où elle se souvint du sujet. Ces femmes, les homosexuels, la façon dont elle prononça homosexuel, avec ce ton prudent et légèrement dégoûté, comme si elle nommait une maladie, me donna envie de hurler. C'était en les artistes, dis-je avec plus de fermeté que je ne l'avais prévu. Des artistes talentueuses, dont l'œuvre a été systématiquement détruite et oubliée parce que la société ne pouvait pas accepter qui elles aimaient. Ma mère cligna des yeux, surprise par mon ton. Eh bien, ouais, je suppose que c'est historiquement important, même si je ne sais pas pourquoi la Fondation insiste pour célébrer ce mode de vie. Ce n'est pas un mode de vie, maman, c'est qui elles étaient. Emma Katharina. Elle utilisa mon nom complet, ce qui n'était jamais bon signe. Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais cette attitude défensive ne te ressemble pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec cet artiste avec qui tu travailles? Tobias a mentionné qu'elle est une de ces personnes-là. Une de ces personnes-là. Comme si Zara était une espèce différente d'humain. Elle s'appelle Zara, et c'est une artiste brillante et une personne merveilleuse. Je suis sûre que oui, dit ma mère sur ce ton qui signifiait exactement le contraire. Mais ma chérie, tu dois faire attention. Ce genre de personne essaie parfois de recruter les autres, surtout les jeunes femmes impressionnables qui traversent une période de doute. Je la regardais fixement, sentant quelque chose en moi changer définitivement. Toute ma vie, j'avais silencieusement absorbé ces petits poisons, les commentaires désinvoltes sur le fait que les homosexuels étaient bons, confus, que c'était juste une phase, que s'ils trouvaient Dieu, ils seraient guéris. J'avais hoché la tête et souri et jamais remis en question parce que remettre en question aurait signifié admettre pourquoi ça me touchait autant. Personne ne recrute personne, maman, dis-je froidement, et je ne traverse aucune période de doute. Je suis juste en train d'apprendre à penser par moi-même pour la première fois de ma vie. Elle pâlit. Ne me parle pas comme ça. Je suis ta mère et tu as passé toute ma vie à me dire exactement qui je devais être, ce que je devais penser, comment je devais me comporter. Fille parfaite, étudiante parfaite, chrétienne parfaite. Petite amie parfaite. Ma voix montait et je ne pouvais pas l'arrêter. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était vraiment ce que je voulais, ou tu as juste supposé que parce que j'étais obéissante, je devais être heureuse? Emma, tu es hystérique. Je ne suis pas hystérique. Les mots sortirent comme un cri. Je suis honnête pour la première fois de ma vie, et tu ne peux pas le supporter. Le silence qui suivit fut comme du cristal qui se brise. Ma mère me regardait comme si j'étais une étrangère. Peut-être que je l'étais, peut-être que je l'avais toujours été. Je crois que je devrais partir, dit-elle enfin, la voix tremblante. Quand tu seras prête à te comporter comme une adulte rationnelle, tu pourras m'appeler. Elle ramassa ses échantillons d'invitation avec des mains tremblantes. Et Emma, tu vas épouser Tobias dans 11 semaines. J'espère que tu te souviendras de tes engagements et de tes devoirs devant Dieu et devant cette famille. La porte claqua derrière elle avec un clic définitif qui sonna comme la fin de quelque chose. Je m'effondrai sur le canapé, tremblante. Mon téléphone vibra. Message de Tobias. Ta mère vient de m'appeler très bouleversée. Que s'est-il passé? Tu as des doutes sur Mackenzie, sur le mariage? Il faut qu'on parle. Oui, pensai-je, il faut qu'on parle, mais pas de ce que tu crois. Au lieu de répondre, j'appelai le seul numéro que je voulais composer. Emma? La voix de Zara semblait surprise. Ça va? Je peux venir à l'atelier? Demandai-je, et ma voix sonnait brisée même à mes propres oreilles. Je sais que c'est samedi, mais… Viens, dit-elle immédiatement. Je serai là. Le trajet en U-Bahn jusqu'à Kreuzberg sembla durer à la fois des heures et des secondes. Quand je montai enfin les escaliers jusqu'à l'atelier, Zara avait déjà ouvert la porte, m'attendant avec une expression inquiète. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en me guidant à l'intérieur. Et soudain tout sortit, la dispute avec ma mère, les commentaires empoisonnés, des années de répression et de conformité, la terreur du mariage qui approchait, la façon dont je ne pouvais plus respirer quand je pensais à passer le reste de ma vie à faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Zara me laissa parler, sans m'interrompre, écoutant simplement avec ses yeux sombres fixés sur mon visage. Quand j'eus enfin terminé, épuisée et les larmes coulant sur mes joues, elle s'assit à côté de moi sur le canapé. « Je peux te montrer quelque chose » demanda-t-elle doucement.
Je hochai la tête. Elle alla à son bureau et sortit une boîte en bois sculpté. À l'intérieur, il y avait des photographies, des dizaines. Zara plus jeune, peut-être 17 ou 18 ans, avec des cheveux plus longs et des vêtements plus Conservateur, Zara avec ce qui était manifestement sa famille. Une femme plus âgée avec un foulard sur la tête, un homme à l'air sévère, des frères plus jeunes. C'est moi avant de faire mon coming out, dit-elle en désignant une photo où elle souriait, mais où ses yeux étaient de mort. Ma famille est turque conservatrice, musulman pratiquant. Quand j'avais 18 ans et que je leur ai dit que j'étais lesbienne, mon père a dit que c'était une maladie occidentale, que Berlin m'avait corrompue, que si je retournais en Turquie avec mes tantes, elles pourraient m'arranger. Zara. Ma mère a pleuré pendant des jours. Elle a dit que j'avais apporté la honte sur la famille. Mes frères ont cessé de me parler. Ma grand-mère m'a maudite en turc. Elle sortit une autre photo, Zara à 19 ans, cheveux courts, vêtements audacieux, mais souriant vraiment cette fois. Alors je suis partie. J'ai dormi sur les cannes, j'ai fait 3 boulots. J'ai perdu toute ma famille, sauf ma cousine Aïché, qui est aussi queer et qui avait été mise à la porte 2 ans plus tôt. Je n'en avais aucune idée. Je ne te l'ai pas raconté pour que tu te sentes mal, dit-elle rapidement. Je te le raconte parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Faire son coming out, vivre sa vérité, ça veut parfois dire perdre des gens qu'on aime. Parfois ça veut dire que ta famille te rejette. Parfois ça veut dire que toute ta vie s'écroule avant que tu puisses la reconstruire. Elle prit ma main entre les siennes. Mais Emma, l'alternative est pire. L'alternative, c'est vivre toute ta vie comme un fantôme de toi-même. Te marier avec un homme que tu n'aimes pas. Avoir des enfants qui mériteraient une mère qui ne soit pas en train de mourir de l'intérieur. Vieillir et regarder en arrière en te demandant qui tu aurais pu être si tu avais été courageuse. J'ai peur, murmurai-je. Je sais. Moi aussi j'ai eu peur. J'ai encore peur parfois. Ses pouces tracèrent des cercles sur le dos de ma main. Mais tu sais quoi ? 10 ans après que ma famille m'ait rejetée, ma mère m'a appelée. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait parlé à un imam plus progressiste, qu'elle s'était peut-être trompée. Et maintenant je prends le thé avec elle 1 fois par mois. Mon père ne me parle toujours pas, mais mes petits frères m'ont ajouté sur Instagram l'an dernier. Ce n'est pas parfait, ça ne le sera probablement jamais. Mais c'est mieux que de vivre un mensonge. Nous restâmes assises en silence un moment, nos mains toujours entrelacées. Dehors, Berlin continuait sa vie, sirène au loin, musique techno pulsant depuis un club qui ne fermait jamais, voix en turc, allemand et anglais se mélangeant dans les rues. Zara, dis-je enfin, quand tu as su que les femmes te plaisaient, elle sourit doucement. J'avais 11 ans. J'ai vu ma prof d'art plastique, Frau Weber, aider une autre enseignante à attraper quelque chose sur une étagère haute. Leurs chemisiers se sont frôlés, et j'ai ressenti cette sensation dans mon ventre que je n'avais jamais eue avant. J'ai passé les 7 années suivantes à me convaincre que c'était de l'admiration, que je voulais juste être comme elle. Mais au fond, je savais toujours. Moi aussi, admis-je, à peine un murmure. Je crois que j'ai toujours su. Je ne pouvais juste pas le laisser être réel. Et maintenant, je ne sais pas comment arrêter que ce soit réel. Zara leva ma main et, en gardant le contact visuel, déposa un baiser doux sur mes phalanges. Tout mon corps s'électrisa. « Tu n'as pas à tout décider aujourd'hui, dit-elle. Tu n'as pas à faire ton coming out demain, ni à annuler ton mariage cette semaine. Tu as juste à faire un pas à la fois vers la vérité. Et si je fais un pas et que je tombe, alors je te rattraperai. » Nous nous regardâmes, et dans ses yeux je vis quelque chose qui me donna envie d'être courageuse. J'y vis de l'acceptation, de la patience, et quelque chose de plus profond que je n'avais pas encore de nom, mais que je reconnaissais au plus profond de moi. « Je veux te montrer quelque chose, » dis-je impulsivement. Je sortis mon téléphone, trouvai les photos de mes carnets de croquis que j'avais prises la veille, dans un moment de courage ou de folie. Je dessine ça depuis des années, depuis l'adolescence. Zara prit le téléphone, faisant défiler les images. Son expression changea, d'abord surprise, puis quelque chose de plus doux, plus tendre. « Emma, » dit-elle enfin la voix rauque, « ce ne sont pas des études académiques. Je sais, ce sont les œuvres de quelqu'un qui aime les corps féminins, qui désire les corps féminins. »« Je sais, » répétai-je, et cette fois ce n'était pas une admission de honte mais de vérité. Elle me rendit le téléphone et puis, très lentement, leva sa main vers mon visage. Elle me laissa tout le temps du monde pour reculer. Je ne le fis pas. Ses doigts tracèrent ma mâchoire, si doucement que c'était à peine un toucher. « Je peux te poser une question ?» Je hochai la tête, incapable de parler. « Tu as déjà embrassé une femme ?»« Non, » murmurai-je. « Tu en as envie ?»« Oui. »« Mon Dieu, oui. » Chaque cellule de mon corps hurlait oui. Mais j'avais aussi une bague au doigt et 11 semaines avant un mariage, et toute une famille d'attentes qui pesèrent sur mes épaules. « J'ai peur, admis-je. De quoi ?»
que si je t'embrasse, je ne puisse plus jamais faire semblant. Zara sourit, triste et compréhensive. Ma chérie, tu ne fais plus semblant. Tu retardes juste l'inévitable. Elle avait raison. Je le savais. Chaque jour dans cet atelier, chaque conversation, chaque frôlement accidentel de main, chaque moment de connexion, tout avait construit vers ça, vers le moment où enfin j'arrêterais de fuir ma vérité. Zara, dis-je, ma voix à peine audible, je crois que je dois d'abord parler à Tobias, avant que ça aille plus loin. Elle hocha la tête, même si je vis une lueur de déception dans ses yeux. C'est juste, c'est la bonne chose à faire. Mais après, me forçai-je à lui demander directement, si je lui parle, si je mets fin à tout ça, après, dit Zara, sa main toujours posée sur ma joue. Après, je te montrerai ce que ça fait d'être embrassé par quelqu'un qui a vraiment envie de t'embrasser. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce que mon cœur disait. Il me disait enfin, il était temps de choisir mon propre bonheur avant les attentes de tous les autres. Il était temps d'être courageuse. La conversation avec Tobias eut lieu 3 jours plus tard, dans notre restaurant italien préféré à Meath, où nous avions célébré chaque anniversaire depuis 4 ans. Il arriva 15 minutes en retard, comme toujours, avec ce sourire distrait, qui autrefois me semblait charmant, mais qui maintenant ne me rappelait que combien il était peu présent dans notre relation. « Désolé, ma chérie, » dit-il en embrassant automatiquement ma joue, en s'asseyant. La circulation depuis Potsdam était un cauchemar. Il avait l'air bien, Tobias avait toujours l'air bien, grand, mince, cheveux blonds parfaitement coiffés, costume impeccable. Le genre d'homme que les mères adorent, le genre d'homme censé rendre heureuse une femme comme moi. Tobias, commençai-je, mais il regardait déjà le menu. Je meurs de faim. On commande la planche d'antipasti, eau et du vin. J'ai définitivement besoin de vin après la journée que j'ai eue. Le directeur du musée est absolument impossible avec les délais. Tobias, répétai-je plus fermement cette fois, il faut qu'on parle. Quelque chose dans mon ton finit par attirer son attention. Il me regarda vraiment, probablement pour la première fois depuis des semaines, et je vis le moment exact où il comprit que c'était sérieux. D'accord, dit-il lentement en reposant le menu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'épouser. Les mots sortirent plus brutalement que je ne l'avais prévu, sans préambule, sans adoucir. Mais peut-être était-ce la seule façon dont il pouvait sortir, vite et net, comme arracher un pansement. Tobias cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Quoi? Je ne peux pas t'épouser, répétai-je, et... Cette fois, ma voix était plus assurée. Je suis désolée, Tobias, mais ça ne serait juste pour aucun de nous deux. Emma, de quoi tu parles? Le mariage est dans 10 semaines. Les invitations sont déjà envoyées. Ta mère a déjà... Je sais, et je suis désolée, mais je ne peux pas. Il s'adossa à sa chaise, son visage passant par une série d'émotions. Confusion, incrédulité, et puis quelque chose qui me surprit. Du soulagement. Juste un éclair, mais je le vis. C'est à cause de ce projet? Demanda-t-il enfin. L'artiste avec qui tu travailles? Ta mère a dit que tu agissais bizarrement depuis que tu as commencé. Ce n'est pas à cause de Zara, mentis-je, même si nous savions tous les deux que si. Ou du moins, elle était le catalyseur qui avait rendu impossible de continuer à mentir. C'est à cause de nous, du fait que ça fait 4 ans qu'on est ensemble et que tu ne m'as jamais fait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que l'amour est censé faire ressentir. Ce n'est pas juste, Emma, je t'aime. Vraiment? L'interrompis-je. Ou tu aimes l'idée de moi? La restauratrice tranquille et convenable qui ne fait jamais de vagues. L'épouse parfaite pour un conservateur de musée respectable? Ne mets pas des mots dans ma bouche. Alors dis-moi, Tobias, dis-moi une seule chose à propos de moi qui te passionne vraiment. Une chose que tu aimes de qui je suis. Pas de comment je m'intègre parfaitement dans ta vie bien planifiée. Le silence s'étira entre nous. Il regarda son verre d'eau, la table, ses mains, tout sauf moi. Exactement, dis-je doucement. Tu ne peux pas, parce que tu ne m'as jamais vraiment connu, Tobias. Et je ne t'ai jamais laissé me connaître parce que j'avais trop peur que si tu le faisais, tu verrais la vérité. Quelle vérité? Demanda-t-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Peur? Espoir? Qui me fit me demander s'il avait aussi ses propres secrets. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de sauter sans filet. Que je crois que je suis gay, Tobias, ou lesbienne, ou queer. Je ne suis pas encore sûre du bon terme, mais je sais que je ne suis pas hétéro, et je sais que je ne peux pas t'épouser en faisant semblant de l'être. J'attendais le choc, j'attendais la dénégation ou la colère. Ce que je n'attendais pas, c'est de voir ses épaules s'affaisser avec ce qui ne pouvait être décrit que comme un soulagement profond. « Oh, Dieu merci !» murmura-t-il. « Quoi? Emma, je... »
Il passa une main dans ses cheveux, ruinant sa coiffure parfaite. J'ai une liaison, depuis 6 mois, avec Christina, du département des manuscrits médiévaux. Ce fut à mon tour d'ouvrir grand la bouche. Quoi? Je sais, je suis horrible. Mais je n'arrivais pas à... Chaque fois que j'essayais de rompre avec toi, je pensais aux invitations, et aux acomptes, et à ta mère, et je n'y arrivais tout simplement pas. Il me regarda avec des yeux suppliants. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste que toi et moi, on a toujours été plus comme des colocataires que des amants, non? Confortables mais pas passionnés. J'aurais dû être furieuse, j'aurais dû ressentir quelque chose, douleur, trahison, humiliation. Mais la seule chose que je ressentais était un soulagement presque vertigineux. Tu as raison, dis-je, et je me surpris à rire, un rire légèrement hystérique qui fit tourner la tête aux gens des tables voisines. Mon Dieu, c'est tellement tordu. On a tous les deux fait semblant pendant des années, hein? Apparemment, dit-il, et il commença aussi à rire. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? La peur, répondis-je simplement. La peur de décevoir les gens, la peur de ne pas rentrer dans le moule, la peur d'admettre qu'on veut des choses différentes de celles qu'on est censé vouloir. Il tendit la main à travers la table et prit la mienne. Pas de façon romantique, mais comme des amis. Comme ce que nous avions toujours été vraiment sous toute la mascarade. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On annule le mariage, on affronte nos familles, et on essaie de découvrir qui on est vraiment quand on arrête d'essayer d'être ce que tous les autres veulent qu'on soit. Ta mère va nous tuer tous les deux. Probablement, admis-je, mais je préfère affronter la colère de ma mère que passer le reste de ma vie dans un mensonge. Nous restâmes dans ce restaurant encore 2 heures, à parler plus honnêtement que nous ne l'avions fait en 4 ans ensemble. Il s'est avéré que Tobias remettait en question la relation depuis presque 2 ans, mais comme moi, il avait mortality trop peur de rompre le statu quo. Nous avons convenu de dire la vérité à nos familles ensemble, de partager les frais d'annulation, et d'essayer de sortir de tout ça avec notre amitié intacte. Quand je quittai enfin le restaurant, il était presque 22 heures. La bague de fiançailles était dans mon sac, plus à mon doigt, et je me sentais comme si j'avais perdu 50 kilos de poids invisible. Je sortis mon téléphone. Un message de Zara datant de 3 heures. « Ça va? Pas de pression, mais je suis là si tu veux parler. » Mes doigts volèrent sur le clavier. « C'est fini. Je lui ai parlé. Tu es encore à l'atelier ?» La réponse arriva en quelques secondes. « Oui, viens. » Le trajet jusqu'à Kreuzberg fut flou. Je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à la station de U-Bahn, ou d'avoir changé de ligne, ou d'avoir monté ces 4 étages familiers. Je me souviens seulement d'être debout, devant la porte de l'atelier, le cœur battant si fort que je crus qu'il allait me briser les côtes, sachant que quoi qu'il arrive après avoir franchi ce seuil, ça changerait tout pour toujours. Je frappai. La porte s'ouvrit presque instantanément. Zara était là, en bas de pyjama en flanelle et t-shirt usé, les cheveux en chignon désordonnés, sans maquillage. Je ne l'avais jamais vue comme ça, douce, vulnérable, belle d'une manière qui me fit mal à la poitrine. « Tu l'as fait ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'ai fait. Comment tu te sens ?» Terrifiée, soulagée, comme si j'allais sauter d'un avion sans savoir si mon parachute va s'ouvrir. Je la regardai droit dans ses yeux sombres impossibles. Mais prête, enfin prête. Nous restâmes là, séparés par le seuil de la porte, par des années de répression, de peur et de déni. Et puis Zara tendit la main, pas pour me prendre, juste offerte. « Tu n'es pas obligé d'entrer, dit-elle. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit ce soir. Mais si tu veux... » Je ne la laissai pas finir. Je fis un pas en avant, pris sa main, et la laissai me guider à l'intérieur. L'atelier était faiblement éclairé, juste quelques lampes créant des flaques de lumière chaude. Une musique douce jouait quelque part, quelque chose en turc, que je ne reconnaissais pas mais qui sonnait comme du désir transformé en mélodie. L'air sentait la peinture, l'encens, et cette huile de rose que j'associais désormais totalement à elle. « Tu veux un café? Un thé? Quelque chose de plus fort ?» demanda-t-elle, mais nous savions toutes les deux que je n'étais pas là pour boire. « Zara, dis-je, ma voix à peine un murmure. Tout à l'heure, tu as dit que quand je serais prête, tu me montrerais ce que ça fait d'être embrassée par quelqu'un qui a vraiment envie de m'embrasser. » Quelque chose changea dans son expression. L'humour s'effaça, remplacé par quelque chose de plus sombre, de plus intense. « Oui, je l'ai dit. Je suis prête. Emma, mon nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Tu es sûre, parce qu'une fois qu'on aura franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais. » Je fis un pas de plus vers elle. Et je ne veux pas revenir en arrière. Plus jamais. Elle s'approcha de moi avec cette grâce fluide qu'elle avait, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce qu'elle soit juste devant moi, si près que je pouvais voir les paillettes dorées dans ses yeux marrons, compter chacune de ses longues cils noires, voir le pouls battre dans son cou. « Je vais te toucher maintenant,
dit-elle doucement, me laissant une dernière chance de me rétracter. Je hochai la tête, incapable de parler. Ses mains se levèrent, lentement, si lentement, et encadrèrent mon visage avec une tendresse qui me fit envie de pleurer. Ses pouces tracèrent mes pommettes, ma mâchoire, la ligne de mes lèvres. Chaque caresse allumait des terminaisons nerveuses dont j'ignorais l'existence. « Tu es si belle », murmura-t-elle. « Tu le savais, pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur. Ton esprit brillant et ton cœur prudent et ton courage terrifiant. » Je ne me sens pas courageuse, admis-je, mes mains trouvant enfin sa taille, me permettant enfin de sentir la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de son t-shirt. « Tu l'es, insista-t-elle, la femme la plus courageuse que je connaisse. » Et puis enfin, elle combla ses derniers centimètres impossibles et pressa ses lèvres contre les miennes. Le monde explosa. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Chaque baiser que j'avais connu avec des hommes, maladroits, humides, inconfortables, quelque chose que je subissais plutôt que je savourais, s'évapora de ma mémoire. Ça, c'était différent. Ça, c'était doux et ferme et parfaitement juste, d'une manière qui me fit me demander comment j'avais survécu 33 ans sans savoir que ça existait. Ses lèvres étaient douces, charnues, avaient le goût du thé à la menthe et de quelque chose de plus sucré. Elle bougeait contre les miennes, avec une assurance tendre qui me fit fondre contre elle. Quand sa langue traça la jointure de mes lèvres, demandant la permission, je les ouvris sans réfléchir, et le premier contact de sa langue contre la mienne arracha de ma gorge un son que je n'avais jamais produit auparavant. « Dieu !» souffla-t-elle contre ma bouche. « Emma !» Ses mains glissèrent de mon visage à mes cheveux, défaisant ma queue de cheval, laissant mes cheveux tomber autour de mes épaules. Ses doigts s'y enroulèrent, me tenant en place tandis qu'elle approfondissait le baiser. Et je me rendis simplement à elle, la laissant me guider, apprenant la langue de ça, ce nouveau territoire de désir que je m'étais refusé toute ma vie. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là, debout, au milieu de l'atelier, à nous embrasser comme des adolescentes qui découvrent ça pour la première fois. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Le temps cessa d'avoir un sens. Finalement, nous nous séparâmes, toutes les deux essoufflées, fronts pressés l'un contre l'autre. « Waouh !» parvins-je à dire. Zara rit, un son bas et rauque que je sentis vibrer à travers son corps contre le mien. « C'est tout ? Waouh ! Je n'ai pas de mots, admis-je. Tous mes mots sont partis. Il ne reste que des sensations. »« De bonnes sensations, j'espère. »« Zara, » dis-je en reculant juste assez pour la regarder dans les yeux. « J'ai 33 ans et c'était le premier baiser que j'ai vraiment ressenti. Le premier baiser où tout mon corps s'est réveillé. Le premier baiser où j'ai compris pourquoi les gens écrivaient des chansons. Et des poèmes, et perdant la tête pour ça. Ses yeux s'adoucirent, se remplissant de quelque chose qui me fit mal à la poitrine de la meilleure façon possible. Alors ce n'est que le début, Emma Hoffman. Parce que si un seul baiser t'a fait ressentir ça, attends de voir ce que je peux encore te montrer. Et à cet instant, debout dans cet atelier à Kreuzberg avec encore son goût sur mes lèvres, et mon corps chantant de vie pour la première fois, je sus que j'avais franchi le point de non-retour. Je n'étais plus l'Emma que j'avais été ce matin-là. Je n'étais plus la fiancée obéissante, ou la fille parfaite, ou la bonne luthérienne. J'étais simplement moi, enfin, terrifiante, merveilleusement moi. Et il n'y avait plus de marche arrière. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube, nous embrassant sur le canapé de l'atelier, parlant entre les baisers de tout et de rien, apprenant la carte du corps de l'autre, avec des mains tremblantes et révérencieuses. Zara fut patiente, incroyablement patiente, me laissant explorer à mon rythme, ne me poussant jamais au-delà de ce que j'étais prête à donner. Même sans franchir la frontière d'une intimité plus profonde, ce fut la nuit la plus érotique et la plus transformatrice de ma vie. Quand la lumière grise de Berlin commença à filtrer à travers les immenses fenêtres de l'atelier, j'étais allongée dans ses bras, la tête posée sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon dos. « Que je dois le dire à ma famille, avouai-je, et que je suis absolument terrifiée. Veux-tu que je sois là avec toi ?» L'offre me toucha profondément, mais je secouai la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule. Mais savoir que tu m'attends ici, ça m'aide. » Elle embrassa le sommet de ma tête. « Je t'attendrai toujours, Emma, tout le temps qu'il te faudra. » Je rentrai à mon appartement ce matin-là, en ayant l'impression d'avoir franchi la porte d'un univers parallèle. Tout avait l'air identique, les mêmes rues, les mêmes immeubles, la même ville. Mais j'étais fondamentalement différente. Je le sentais dans ma démarche, dans la façon dont je tenais mon corps, dans la manière dont mon cœur battait désormais à un rythme nouveau et audacieux. Je passais le week-end à me préparer à ce qui allait suivre. Le lundi matin, j'appelai mes parents et leur demandai de venir dîner ce soir-là. Ma mère, encore froide après notre dispute, accepta à contre-cœur.
Mon père, comme toujours, fit simplement ce qu'elle disait. Ils arrivèrent à 19 heures pile, jamais en avance, jamais en retard. Ma mère portait sa plus belle robe conservatrice et sa croix en or. Mon père avait l'air mal à l'aise en costume, comme s'il avait été forcé d'assister à un enterrement. Peut-être l'était-il, l'enterrement de leur fille parfaite. Merci d'être venu, dis-je en désignant la table que j'avais dressée. J'avais préparé du sauerbraten, le plat préféré de mon père, dans une tentative pathétique d'adoucir le choc de ce qui allait suivre. Emma, si c'est pour t'excuser de ton comportement de l'autre jour, commença ma mère. Ce n'est pas le cas, l'interrompis-je doucement. C'est une conversation que j'aurais dû avoir avec vous, il y a très longtemps. Nous nous assîmes. Je servis le repas. Personne ne mangea beaucoup. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait presque pu la voir. Tobias et moi, c'est fini, lâchai-je enfin, laissant tomber les mots comme une bombe au centre de la table. Ma mère lâcha sa fourchette. Quoi ? Nous avons annulé le mariage. C'était une décision commune. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Emma Katharina Hoffmann, prononça ma mère mon nom complet, la voix tremblante de colère à peine contenue. As-tu la moindre idée de la honte que cela va jeter sur cette famille ? Les invitations sont déjà envoyées. Les acomptes sont déjà versés. Tout le monde sait. Tout le monde s'en souciera pendant 2 semaines, puis trouvera autre chose à commenter, dis-je, surprise par le calme de ma propre voix. Et maman, papa, il y a autre chose que vous devez savoir. Mon père, qui était resté silencieux jusque-là, me regarda avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de la compréhension. Quoi donc, Liebling ? Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le grand saut. Je suis gaie, lesbienne. Je suis une femme qui aime les femmes, et je l'ai nié toute ma vie parce que j'avais trop peur de vous décevoir. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas et faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas juste pour rendre tout le monde heureux. Le silence qui suivit fut absolu. Ma mère était devenue livide, sa main crispée sur sa croix, comme si elle pouvait la protéger de la souillure de mes mots. Mon père me regardait simplement, son expression indéchiffrable. C'est la faute de cet artiste, finit par dire ma mère, la voix à peine un murmure rauque. Cette femme turque avec qui tu travailles. Elle t'a corrompu. Elle t'a rempli la tête de ses idées immorales. Zara ne m'a pas corrompu, répondis-je fermement. Zara m'a seulement aidé à voir ce qui avait toujours été là. J'ai su que j'étais gaie à 14 ans, maman. Probablement avant. J'étais juste trop effrayée pour l'admettre. C'est une phase, insista ma mère en se levant brusquement. De la confusion, de l'anxiété prénuptiale. Tu vas revenir vers Tobias et... Non, et ce n'est pas une phase, c'est qui je suis. La Bible est claire là-dessus. Sa voix monta, se brisant. C'est un péché, Emma, un péché. Si tu continues sur cette voie, tu seras damnée. Alors je serai damnée, dis-je, et il y avait une étrange liberté à le dire à voix haute, parce que je préfère être damnée en étant honnête que sauvée, en vivant un mensonge. Hermann, ma mère se tourna vers mon père, les larmes coulant sur ses joues. Dis quelque chose, dis-lui que c'est mal, dis-lui que... Anne-Laure, mon père parla enfin, la voix lasse. Assieds-toi. Quoi ? J'ai dit, assieds-toi. Il attendit qu'elle obéisse, tremblante de rage et d'incrédulité. Puis il me regarda droit dans les yeux. « Emma, es-tu heureuse ?» La question me prit totalement au dépourvu. « Quoi ? Cette décision, vivre ta vérité, comme tu dis, est-ce qu'elle te rend heureuse ?» Je pensais à Zara, à la façon dont mon cœur s'emballait quand je la voyais, à comment, pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement vivante, à ce premier baiser qui avait réécrit tout ce que je croyais savoir sur le désir. « Oui, murmurai-je. Pour la première fois de ma vie, je crois que je pourrais être vraiment heureuse. » Mon père hocha lentement la tête. « Alors je ne peux pas te condamner pour ça. Je ne dis pas que je comprends. Je ne dis pas que c'est facile pour moi. Mais tu es ma fille. Et ton bonheur compte plus que mon malaise. » Hermann. Ma mère le regardait comme s'il était un étranger. « Comment peux-tu dire ça ? La Bible. La Bible dit beaucoup de choses, Anne-Laure. Elle dit de ne pas juger. Elle dit d'aimer son prochain. Elle dit que l'amour est ce qu'il y a de plus important. » Il se tourna de nouveau vers moi. « Ce ne sera pas facile, Emma. Ta mère est très bouleversée. Beaucoup de gens à l'église parleront. Mais tu es notre fille. Et ça ne change pas. » Les larmes que je retenais finiraient par couler. « Merci, papa. » Ma mère se leva, prenant son sac d'une main tremblante. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester ici et faire comme si c'était acceptable. Hermann, on s'en va. Anne-Laure, tout de suite. » Sa voix était d'acier froid. Elle me regarda une dernière fois, et la douleur dans ses yeux était si profonde que ça me fit mal physiquement. « Je prierai pour ton âme, Svatema. Mais je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas. » Elle partit, laissant mon père et moi dans le silence brisé de la pièce.
Elle a besoin de temps, dit doucement mon père en se levant. Donne-lui du temps. Et si elle ne m'accepte jamais, alors ce sera sa perte, pas la tienne. Il embrassa mon front, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais petite. Je t'aime, Liebling. N'oublie jamais ça. Après leur départ, je m'effondrais sur le sol du salon et pleurais. Je pleurais la relation avec ma mère qui ne serait peut-être jamais réparée. Je pleurais la vie que j'avais imaginée, sûre, acceptée, normale. Je pleurais les années que j'avais gaspillées à me renier moi-même. Mais quelque part sous la douleur, il y avait aussi du soulagement, de la libération. La vérité était terrifiante, mais elle était aussi libératrice. Mon téléphone sonna. Zara. Comment ça s'est passé? Horrible, admis-je, la voix rauque d'avoir pleuré. Ma mère m'a rejetée. Mon père a été meilleur que ce que j'espérais. Mais ça fait quand même un mal de chien. Je sais, ma chérie, je sais. Veux-tu que je vienne? Non, j'ai besoin d'être seule ce soir. Tout digérer. Mais demain on pourra parler? Il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Bien sûr, je t'aime, Emma. Les mots me frappèrent comme la foudre. Elle ne les avait jamais dits. C'était trop tôt. Mais ils étaient là, suspendus entre nous. Moi aussi, murmurai-je, et c'était vrai. Terrifiant, merveilleux, et totalement vrai. Le lendemain matin, j'arrivai tôt à l'atelier. Zara était déjà réveillée, en train de travailler sur son installation. Mais elle lâcha tout quand elle me vit. Ça va? Non, admis-je, mais ça ira. Un jour. Elle me prépara du café turc, fort et sucré, exactement comme je l'aimais désormais. Et nous nous assîmes sur le canapé où nous avions partagé notre premier baiser. Alors, dit-elle, de quoi voulais-tu parler? Je sortis l'enveloppe de mon sac, la lettre du Kunsthistorisches Museum de Vienne, l'offre d'emploi de mes rêves que j'avais reçue 3 semaines plus tôt et que j'avais ignorée depuis. J'ai reçu une proposition, dis-je en lui tendant la lettre, poste permanent dans l'un des musées les plus prestigieux d'Europe, excellent salaire, logement inclus, tout ce que j'avais toujours cru vouloir. Zara lut la lettre, l'expression soigneusement neutre. C'est incroyable, Emma, c'est exactement le genre d'opportunité que... Je dois la refuser, l'interrompis-je. Quoi? Non, Emma, c'est une chance unique dans une vie. Je sais, mais l'accepter signifierait quitter Berlin, te quitter, revenir à la vie sûre et prévisible que je menais avant. Et je ne peux pas faire ça, pas maintenant que je sais enfin qui je suis. Emma, Zara prit mes mains, l'air sérieux. Écoute-moi, je ne vais pas être la raison pour laquelle tu refuses l'opportunité de tes rêves. Nous sommes ensemble, vraiment ensemble, depuis moins d'une semaine. Je sais qu'il y a quelque chose de réel entre nous, quelque chose de profond, mais tu ne peux pas prendre des décisions de vie en fonction d'une relation aussi récente. Ce n'est pas seulement pour toi, insistai-je, c'est pour moi, pour la vie que je veux construire, la vie authentique que je choisis au lieu de celle qu'on attendait de moi. Et si choisir ta vie authentique signifiait aller à Vienne et voir où ça te mène? Et si rester ici n'était qu'une autre façon de jouer la sécurité? Choisir le connu plutôt que l'inconnu? Ces mots me frappèrent fort. Elle avait raison, d'une certaine façon. Rester à Berlin, rester avec elle, pourrait n'être qu'un autre type de sécurité. Je ne sais pas, admis-je misérablement. J'ai 2 semaines pour décider, et j'ai une peur bleue de prendre la mauvaise décision. Alors ne décide pas aujourd'hui, dit doucement Zara. Finissons d'abord le projet. L'installation ouvre dans 10 jours. Concentrons-nous là-dessus, et ensuite, quand tu devras choisir, fais confiance à ton instinct. Les jours suivants, nous travaillâmes intensément sur le projet. Les 5 tableaux étaient presque entièrement restaurés, chaque déchirure réparée, chaque couleur ravivée, chaque coup de pinceau de ces artistes oubliés ramené à la vie. Et l'installation de Zara était impressionnante, un espace immersif qui honorait à la fois la douleur et l'amour de générations de femmes queer, reliant le passé au présent d'une manière qui me faisait pleurer chaque fois que je les voyais ensemble. Nous vivions aussi dans une bulle précieuse et fragile. Je passais presque toutes mes nuits à l'atelier, apprenant le langage du désir féminin, découvrant mon propre corps à travers les mains de Zara, expérimentant des niveaux de plaisir dont j'ignorais l'existence. Elle était patiente et passionnée, m'enseignant non seulement comment toucher une femme, mais aussi comment recevoir, comment me laisser aller au plaisir plutôt que de m'en dissocier comme je l'avais toujours fait avec les hommes. « Tu es si belle quand tu te laisses ressentir », murmura-t-elle une nuit alors que nous étions enlacés dans son lit. Mon corps encore tremblant de l'orgasme qu'elle m'avait donné, avec des doigts experts et une bouche révérencieuse. « Comme si tu découvrais que tu as des ailes. »« C'est toi qui me donnes des ailes, » murmurai-je en traçant la ligne de sa mâchoire. « Tu me donnes envie de voler. »« Alors vole, Emma. Peu importe si c'est avec moi ou sans moi, vole. » Mais voilà le problème. Maintenant que j'avais goûté à cette liberté, à cette authenticité,
Je ne pouvais pas imaginer revenir en arrière. Et pourtant, la peur murmurait sans cesse à mon oreille. Et si ce n'était qu'une lune de miel? Et si la nouveauté s'estompait? Et si tu sacrifies ta carrière pour une relation qui vient à peine de commencer? La soirée du vernissage arriva trop vite. La galerie était bondée, critiques, d'art, collectionneurs, représentants de la fondation culturelle, médias. Il y avait des fleurs partout, du champagne qui coulait à flots et des gens qui parlaient à voix basse avec révérence du travail exposé. Les 5 tableaux restaurés étaient accrochés à des places d'honneur, parfaitement éclairés, chaque détail visible. Et autour d'eux, l'installation de Zara les enveloppait. Projection vidéo de couples queer contemporains qui s'embrassaient, riaient, pleuraient, vivaient. Enregistrement audio de lettres d'amour, murmurées depuis des haut-parleurs cachés. Miroirs placés stratégiquement pour que les visiteurs se voient eux-mêmes comme partie intégrante de cette histoire continue. C'était d'une beauté dévastatrice. Travail incroyable, dit le directeur de la fondation en me serrant la main. Les restaurations sont impeccables, Emma. Absolument impeccables. Vous avez ramené ces œuvres à la vie d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Merci, répondis-je, mais je regardais Zara de l'autre côté de la salle. Elle portait une robe vintage noire qui épousait chaque courbe, ses cheveux lâchés et sauvages, ses lèvres d'un rouge sombre qui me rappelaient exactement leur goût. Elle parlait à un journaliste, gesticulant avec passion sur l'importance de rendre visibles les histoires queer, et elle rayonnait. Comme si elle avait senti mon regard, elle se tourna. Nos yeux se croisèrent à travers la foule, et elle sourit, ce sourire privé qui n'était que pour moi. À cet instant, la décision se cristallisa, pas par logique ou planification minutieuse, simplement par le sentiment dans ma poitrine quand je la regardais, par la certitude que ceci, elle, nous, cette vie authentique et terrifiante, était ce que je voulais, pas ce qu'on attendait de moi, ce que moi, je choisissais de vouloir. Je me frayais un chemin à travers la foule jusqu'à elle. « Excusez-moi, dis-je au journaliste. J'ai besoin de l'emprunter un instant. » Je l'entraînai dans un coin tranquille de la galerie, loin des regards et des oreilles curieuses. « Emma, qu'est-ce que… » « Je reste, dis-je, à Berlin, avec toi. Je vais refuser l'offre de Vienne. »« Emma, tu ne peux pas… » ?»« J'ai déjà décidé. Ce matin, je leur ai envoyé un mail pour décliner le poste. » Je pris ses mains. « Zara, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est effrayant. Mais ce que je ressens pour toi, ce que nous avons construit ensemble ces dernières semaines, est plus réel que tout ce que j'ai ressenti en 33 ans de jeu de la sécurité. Et ta carrière? Je ferai du travail en freelance ici. Je construirai quelque chose de nouveau. Quelque chose qui sera à moi, pas ce que les autres attendent de moi. Je la regardai droit dans ses yeux sombres impossibles. Je t'aime, Zara. Et je choisis ça. Je choisis nous. Choisis la vie terrifiante et authentique plutôt que la vie sûre et vide. Des larmes brillaient dans ses yeux. Emma Hoffman, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Seulement quand je suis avec toi. Non, insista-t-elle en prenant mon visage entre ses mains. Tu es courageuse toute seule. Je t'ai seulement aidée à le voir. Nous nous embrassâmes là, au milieu de la galerie, entourés d'œuvres qui célébrèrent des générations de femmes qui avaient aimé, malgré tout. Et à cet instant, je me sentis connectée à elles toutes, à Hélène peignant ses amandes dans des clubs clandestins, à M écrivant des lettres passionnées qu'elle devait garder secrètes, à chaque femme queer qui était venue avant moi et avait lutté pour que je puisse être là, maintenant, embrassant la femme que j'aimais, sans honte. 6 mois plus tard, Zara et moi emménageâmes ensemble dans un appartement plus grand à Kreuzberg. Ma mère ne me parlait toujours pas, même si mon père nous rendait visite en secret une fois par mois. J'avais perdu quelques amis, mais j'avais gagné toute une communauté de personnes queer qui m'acceptaient exactement telle que j'étais. Ma carrière avait pris un tournant inattendu. Je me spécialisais désormais dans la restauration d'art queer historique, voyageant à travers l'Europe pour récupérer des histoires oubliées. Et chaque soir, je m'endormais dans les bras de Zara, émerveillée que ce soit ma vie, terrifiante et imparfaite et totalement authentique. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle une nuit, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon bras nu. Que j'avais 33 ans quand j'ai eu mon premier vrai baiser, ma première expérience de désir véritable, mon premier moment de vie authentique. Et je me demande combien d'autres femmes là-dehors vivent des vies qui ne leur vont pas, trop effrayées pour admettre la vérité. Des femmes de 23, 43 ou 63 ans, toutes persuadées qu'il est trop tard pour changer. « Il n'est jamais trop tard, » dit fermement Zara. « Tu en es la preuve. J'aimerais pouvoir leur dire à toutes, surtout à celles de mon âge ou plus âgées, celles qui pensent qu'elles ont déjà pris toutes leurs décisions, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir son propre bonheur, jamais trop tard pour faire son coming out, jamais trop tard pour tomber amoureuse de qui on est vraiment.
Peut-être que tu le feras, dit Zara en embrassant mon épaule. Peut-être qu'un jour tu raconteras ton histoire et que quelqu'un l'entendra et se rendra compte qu'elle aussi peut être courageuse. Je souris, me blottissant plus près d'elle. Peut-être. Parce que si mon histoire, ma première fois à découvrir l'amour lesbien, à 33 ans, pouvait aider ne serait-ce qu'une seule femme à reconnaître sa propre vérité, alors toute la douleur, la peur et la perte en auraient valu la peine. Ça valait la peine de découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre, jamais trop tard pour choisir l'amour, et jamais, jamais trop tard pour enfin être soi-même. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, de 0 à 10, quelle note donnerais-tu à cette histoire? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ton soutien compte énormément et m'aide à continuer à partager des histoires qui ont du sens.